C'est une mélodie plus ou moins puissante, aux notes parfois recherchées, mais insupportables pour l'entourage. Le ronflement. 3 Français sur 10 ronflent. Et chez vous? Oui, il m'arrive de ronfler et parfois ça me réveille. Dans ma famille, mon père ronfle un peu. Mon voisin du dessous que j'entends ronfler. Donc oui, il ronfle vraiment très très fort. On dirait un animal. Damien a 32 ans et lui aussi, toutes les nuits, il fait trembler les murs. C'est plus ma copine qui est gênée de mes ronflements, puisque moi je les entends pas, c'est elle qui les subit. Et je l'ai vue se lever en pleine nuit parce qu'elle pouvait plus dormir. Ses répercussions sur ses proches l'ont poussé à consulter. Son médecin lui a prescrit un examen. Dans cette petite trousse, des capteurs à mettre au bout du doigt, autour du thorax et dans les narines qui vont enregistrer ses ronflements. Il n'y a plus qu'à faire un gros dodo. Bonne nuit. Le lendemain, c'est l'heure du verdict. Damien a rendez-vous avec Liat Guetta, médecin du sommeil et pneumologue. Bonjour Damien. Bonjour Rita, ça va? Oui, venez, vous en prie. D'abord, regardons les phases durant lesquelles il a ronflé. Donc là, on voit que vous avez ronflé de 23h30 à peu près jusqu'à minuit, puis de 3h15 jusqu'à peu près 4h moins le quart. Et maintenant, intéressons-nous au volume sonore. Alors, vous pouvez mettre le casque. Damien va découvrir le bruit qu'il fait quand il ronfle. Voilà. Ah oui, je fais du bruit. D'accord. On dirait que je râle même. Oui, du coup, je me projette dans la position de celle qui dort à côté de moi. Elle a de la patience. Incroyable, les vocalises de Damien atteignent les 78 décibels, soit quasiment le bruit d'un moteur de camion. Mais au fait, qu'est-ce qui provoque ce bruit? Pour savoir ce qu'est le ronflement, rendez-vous avec un ORL. Normalement, lorsqu'on respire, le pharynx, qui est un conduit musculaire, reste ouvert naturellement. Le pharynx, situé en bas de la gorge, c'est l'organe chargé d'assurer le passage de l'air de l'extérieur jusqu'à nos poumons et inversement. Mais la nuit, lorsque l'on dort, eh bien, le tonus des muscles qui constituent les parois va diminuer et donc ce conduit va s'affaisser progressivement. Résultat, c'est comme avec ce ballon quand on réduit l'ouverture. L'air a moins de place pour circuler, ce qui fait vibrer les parois des muqueuses et provoque ce drôle de bruit. Certes, notre pharynx s'affaisse toujours lorsque nous dormons. Mais si cela provoque le ronflement chez certains et pas chez d'autres, c'est lié à notre morphologie. Tout ce qui va rétrécir la gorge va favoriser le ronflement. Ça peut être une hypertrophie des amygdales, ça peut être une hypertrophie du voile du palais, ou une hypertrophie globale de toutes les structures, notamment ce qu'on retrouve lorsqu'il y a une surcharge pondérale. À la base, le ronflement est donc la plupart du temps dû à un problème de gorge, pas de nez. Et il n'y a pas d'âge pour ronfler, même les enfants sont concernés. Mais il y a une question que l'on se pose tous. Pourquoi les hommes ronflent-ils plus que les femmes? Parce que les femmes sont protégées par des hormones féminines qui favorisent une meilleure contraction des muscles pendant leur sommeil, des muscles de la gorge, et donc les femmes sont protégées jusqu'à la ménopause. Alors que faire en cas de vacarme nocturne intempestif? Recette numéro 1, si votre ronfleur est allongé sur le dos, vous pouvez tenter de le faire glisser sur le côté, ce qui va dégager le pharynx. Recette numéro 2, appliquez quelques conseils d'hygiène de vie. Manger léger le soir. Toujours privilégier au moins 2 ou 3 heures entre le moment où on dîne et le moment où on va au lit pour éviter l'acidité qui va remonter de l'estomac et donc aggraver les ronflements. Éviter l'alcool le soir, éviter le tabac de façon globale. Recette numéro 3, sortir l'artillerie lourde, comme les sprays et pastilles anti-ronflement à base d'huiles essentielles. Mais est-ce que ça marche? Il n'y a pas de principe actif qui permet de retendre les muscles pendant le sommeil. Donc aujourd'hui, on pense que c'est plus du domaine du placebo. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins prescrivent ce petit appareil, une orthèse qui permet d'avancer la mâchoire du bas la nuit pour dégager les voies respiratoires.
Une solution qui fonctionne dans 2/3 des cas. Il faut juste une orthèse. Il faut une orthèse, ouais. Et ma concubine dormira avec. Il y aura un peu de ronflement, quoi. Donc oui, vous allez pouvoir redormir ensemble. Oui, c'était ça. Attention, parfois le ronflement peut cacher une pathologie, l'apnée du sommeil. C'est ce que révèle aussi l'examen de Damien. Vous faites, là sur les résultats, 7,4 apnées par heure. Environ 7 fois par heure, il a arrêté de respirer, et ce pendant une dizaine de secondes à chaque fois. Comment est-ce possible? Parfois, quand on ronfle, le rétrécissement au niveau de la base de la gorge est tellement important que quand on va inspirer de l'air, il va avoir un effet ventouse qui fait que ces deux parois vont se coller sur elles-mêmes et l'air va bloquer et ne va plus passer. Bien sûr, le dormeur se réveille toujours pour reprendre son souffle. Et le lendemain, il n'a aucun souvenir de ces micro-réveils. Mais ce n'est pas sans conséquence. Plusieurs fois par heure, le sommeil est fragmenté, c'est-à-dire qu'il est entrecoupé par des éveils, et donc la personne ne peut plus rentrer dans un sommeil réparateur, ce qu'on appelle le sommeil profond. Quelqu'un qui fait de l'apnée peut vous dire « je dors 8 heures par nuit et le matin je me réveille et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi ». Lorsque cette apnée est sévère, la solution c'est cette machine, qui envoie de l'air dans la gorge pendant la nuit pour dégager les voies respiratoires. Vous savez maintenant qu'il y a des moyens pour retrouver la paix dans votre ménage et un bon sommeil. Mais parfois, nos nuits peuvent être troublées par un autre bruit effrayant, les dents qui grincent. Une personne sur 10 est sujette à ce qu'on nomme le bruxisme. C'est le cas de Naël, 10 ans. Il a rendez-vous avec une spécialiste et pour la première fois, sa maman l'a filmé dans son sommeil. Tenez, je vous montre. Regardez bien, c'est très étonnant. Naël est endormi et pourtant on dirait qu'il mange quelque chose. Même lui est surpris. Non, je me rends pas compte que je fais ça la nuit. Ça ressemble tout à fait à du bruxisme. C'est une activité musculaire, rythmique, dans les muscles qui bougent les mâchoires, qui aboutissent à des grincements de dents ou des serrements de dents pendant la nuit. Autrement dit, les muscles qui servent normalement à mastiquer travaillent à vide. La cause principale, le stress. Mais est-ce mauvais pour nos dents? Naël, on va regarder un petit peu ta bouche. D'accord. Ouvre bien grand. Pour Naël, pas de problème. Alors te voici rassuré un petit peu? Je suis beaucoup plus rassurée maintenant. Ouais. Mais à la longue, le bruxisme peut user nos dents et dans les cas les plus extrêmes, les limer jusqu'à la pulpe. Et ce n'est pas tout. Ça peut être aussi des douleurs musculaires, des sortes de courbatures comme si on avait couru un marathon le matin dans les mâchoires. Ça peut être aussi des maux de tête. Je vais vous montrer. La solution, une orthèse, comme pour le ronflement. Sauf qu'ici, le but est juste d'éviter le contact entre les dents. Ronflement, grincement de dents, vous savez désormais d'où viennent ces bruits étranges. Et s'ils rendent parfois nos nuits difficiles, il existe heureusement des solutions validées par la science. Tous les jours, nous sommes amenés à discuter avec des proches, des collègues, et parfois cela peut être très embarrassant. Quand notre interlocuteur a mauvaise haleine. Mais c'est sûr, c'était mon prof de physique-chimie quand j'étais au collège, et enfin on l'appelait la boule puante. Le matin, ça va. Ouais, quand on n'a pas mangé, moi je suis souvent gêné quand quelqu'un me parle de proche, j'essaie de parler un peu comme ça. Le rêve de tout le monde, c'est de lui balancer un chewing-gum de la bouche. Et dans ces cas-là, tout le monde a ses astuces pour esquiver. Reculer ou alors je mettais mon t-shirt comme ça, ou comme ça mais vraiment en cachette quoi, pour pas qu'il me voit faire. Très bonne technique d'écharpe. C'est vrai, L'écharpe, et on fait, s'il fait froid, on fait un peu comme ça, on a froid, on dit ça va, oui, pas de souci. J'arrête de respirer et en plus elle se met à côté de nous comme ça, elle parle fort et elle nous regarde dans les yeux, mais du coup c'est super gênant à voir sa prof en face de nous. Avoir mauvaise haleine, cela nous est tous déjà arrivé, notamment le matin au réveil. Mais qu'est-ce qui la provoque? Le docteur Sandy Cohen, chirurgien dentiste, nous en dit plus. La litose, c'est la mauvaise haleine et dans 80% des cas d'origine bucco-dentaire. C'est des bactéries qui sont dans la cavité buccale, qui ne sont pas forcément pathogènes, pas forcément mauvaises et qui vont dégrader des protéines qui sont issues de l'alimentation, des cellules de la bouche, des cellules de la salive, en
CSV. CSV, c'est quoi? Composé, sulfuré, volatile. Les CSV sont des molécules à l'odeur nauséabonde. La plus connue, c'est le sulfure d'hydrogène, avec son odeur d'œuf pourri. Pour mettre en évidence les bactéries qui les produisent, notre journaliste s'est rendu dans ce laboratoire où il va se soumettre à un prélèvement buccal. Vous allez ouvrir la bouche, tirer la langue et faire le son A. Détail important, il ne s'est pas brossé les dents ce matin. Après 48 heures de mise en culture, Aurélie Dupuis, biologiste médicale, nous présente les résultats, répartis sur 2 boîtes de pétri différentes pour bien identifier toutes les bactéries. Chaque petit point qu'on voit, c'est en fait une colonie de bactéries qui a poussé sur la boîte. Ces bactéries, si on les nettoie pas, on va dire, elles vont proliférer. Et comme toute bactérie, ça a une odeur un peu particulière qui va correspondre à notre odeur corporelle ou l'odeur de notre haleine. Et si on ne se lave pas les dents, effectivement, elles vont se multiplier et devenir de plus en plus nombreuses. Et ensuite, cela peut modifier l'haleine de la personne. En temps normal, notre salive fait office de nettoyant et empêche les bactéries de proliférer. Mais la nuit, nous en produisons moins. Pendant la nuit, il y a une baisse de sécrétion salivaire, ce qui provoque une augmentation des bactéries responsables de la mauvaise haleine et donc une augmentation des CSV, composés volatiles sulfurés, vecteurs de cette halitose. Voilà pourquoi, au réveil, notre haleine ne sent pas la rose. L'halitose, donc la mauvaise haleine, a aussi d'autres causes, lorsque la salive ne peut plus jouer son rôle de nettoyant de la bouche. Il faut éviter de sauter des repas. Le fait de jeûner, donc de sauter un repas, diminue la production de salive dans l'organisme. Il faut éviter le café, l'alcool, le tabac. Tous ces produits en fait dessèchent la bouche, donc provoquent une mauvaise haleine. Ensuite, certains aliments comme l'oignon ou l'ail peuvent aussi donner mauvaise haleine. Mais dans ces cas-là, ce sont directement les molécules odorantes qu'ils émettent qui en sont la cause, et non nos propres bactéries. La solution la plus évidente contre la mauvaise haleine, c'est le brossage des dents. Pour voir la différence, nous effectuons un deuxième prélèvement sur notre journaliste. Cette fois-ci, après nettoyage des dents. Donc voilà le deuxième prélèvement. On observe du coup une diminution très importante de la flore buccale, c'est-à-dire une diminution du nombre de bactéries que l'on observe sur les géloses, ce qui correspond en fait à une diminution de la quantité de bactéries directement présentes dans la bouche de la personne. La différence est nette. Mais pour un brossage des dents efficace, il faut une bonne technique. Et souvent, nous avons tout faux. Revoyons ce geste du quotidien avec le docteur Ruben Wanish, chirurgien dentiste. Un bon brossage des dents passe par un brossage attentif de la face avant des dents en allant de la gencive vers l'extérieur. Il faut toujours penser à bien nettoyer le pourtour de la dent au niveau de la gencive où les débris alimentaires s'accumulent très souvent et ces bactéries aussi. C'est la même chose pour l'intérieur de la bouche, au niveau de laquelle il faut nettoyer de la gencive vers l'extérieur. Voilà pour le geste de base. Mais cela ne suffit pas. Un endroit que l'on oublie souvent, c'est l'espace entre les dents. Pour cela, il faut utiliser du fil dentaire. Et dernier point capital, le brossage des dents doit toujours se compléter du brossage de la langue, qui possède des petites papilles autour desquelles les bactéries vont plus facilement se développer. Le brossage également de la face intérieure des joues et des lèvres, qui sont des zones où ces bactéries peuvent venir se placer au niveau des petits creux qui sont autour de ces muqueuses. Vous l'avez peut-être remarqué, quand nous avons mauvaise haleine, nous sommes les derniers au courant. Il est en effet très difficile de sentir nous-mêmes notre haleine, car nos cellules olfactives sont saturées par l'odeur qui s'est installée dans notre bouche. En effet, nous sommes plus sensibles aux changements d'odeur qu'aux odeurs elles-mêmes. Pour vérifier votre haleine, une astuce. Léchez-vous le poignet, laissez sécher et sentez. Il existe également des testeurs d'haleine qui détectent la présence de sulfure d'hydrogène et vous indiquent le résultat. De 1 pour une haleine fraîche à 5 pour une haleine chargée. Et en cas d'alerte, chacun a sa petite astuce. Déjà se laver les dents, chewing-gum à la menthe,
boire un verre d'eau? Je mâche 3 plantes différentes, genre mélisse, menthe et persil. Il paraît qu'on peut croquer un grain de café aussi. Alors, quels sont les conseils de nos dentistes pour garder une haleine fraîche? Boire de l'eau toute la journée, y compris au coucher, pour diminuer l'halitose du matin et pour augmenter la production de salive. C'est bien aussi de mastiquer des chewing-gums sans sucre. Pourquoi? Parce que le fait de mastiquer, ça augmente la sécrétion de salive, donc ça diminue la mauvaise haleine. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, l'efficacité d'un chewing-gum réside moins dans son parfum que dans son action sur la sécrétion de salive. Autre astuce? Mastiquer du persil frais va également permettre une libération de chlorophylle contenu dans le persil qui va se libérer dans la bouche et donc venir avoir un effet antiseptique sur ces mauvaises bactéries. Lorsque l'halitose persiste, c'est peut-être le signe d'une affection plus sérieuse. Dans la bouche, en cas de carie par exemple, mais pas seulement. Elle peut avoir une origine qui viendrait plutôt d'un petit peu plus haut, à savoir la sphère ORL, donc tout ce qui touche au sinus, aux amygdales. Là encore, il s'agit souvent de bactéries présentes dans les voies respiratoires qui dégagent des composés volatiles. Cela est aussi le cas lorsque nous digérons mal un aliment. L'odeur remonte et s'exprime par la bouche. Vous l'aurez compris, à l'origine de la mauvaise haleine, il y a très souvent des bactéries qui émettent des composés malodorants. Mais avec une bonne hygiène bucco-dentaire et quelques petites astuces, vous savez désormais comment garder votre haleine fraîche à chaque instant. À Nandy, en Seine-et-Marne, chez Louane, Ryan, Stella, Naël et Rose, il y a un petit bruit incongru qui fait beaucoup rire. Il a le hockey, je crois. Et en vrai, qui parmi vous a déjà eu le hockey? Moi. Oh, moi aussi. D'après vous, ce petit bruit, il vient d'où? Le hockey, ça fait la gorge. Ou alors le hockey, ça vient des poumons. Ça vient de là, après ça monte. Voilà. Ça... Ouais. Bah oui, c'est ça. Ventre, gorge ou poumon? Pour le savoir, direction l'Institut Mutualiste Montsouris avec le docteur Martine Guéraud, interniste. Avant de comprendre le hockey, il faut comprendre comment fonctionne la respiration. L'air pénètre dans les poumons en passant d'abord par ce qu'on appelle les fosses nasales, on a nos 2 narines, la bouche aussi, bien sûr, ensuite le larynx. C'est le mécanisme de l'inspiration. À chaque fois que nous inspirons, un muscle très puissant, le diaphragme, se met en mouvement. Regardez comment. Ceci est le diaphragme, dont je rappelle qu'il est le muscle de l'inspiration, et on schématise les poumons par ce ballon. Et là, au moment de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, les poumons se remplissent d'air. Puis, le diaphragme se relâche, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, et le poumon se vide. C'est l'expiration. Mais parfois, le système s'enraye. Quand on a le hockey, le diaphragme se contracte de façon spasmodique et totalement involontaire. Et à chaque fois qu'il y a une contraction du diaphragme, dans les millisecondes qui suivent, il y a une fermeture de la glotte au niveau du larynx. Le contact de l'air avec le larynx fait le bruit du hockey. Ces contractions involontaires du diaphragme s'accompagnent d'une fermeture de la glotte située dans le larynx. Les flux d'air rapides font alors vibrer les cordes vocales et provoquent ce son caractéristique du hockey. Personne n'y échappe. En revanche, le bruit n'est pas le même pour tout le monde. Je pense que plus tu grandis, plus tes cordes vocales elles changent. Du coup, le son est pas pareil. Parce que là, leur son est super aigu. Alors que moi, quand j'ai le hockey, c'est pas le même hockey que quand t'es tout bébé. Exactement, Louane. Tout comme notre voix est unique, nos hockey le sont aussi. Mais petits ou grands, pourquoi avons-nous parfois des crises de hockey? Moi, c'est quand je rigole beaucoup et après j'ai le hockey.
Des fois, j'ai le hoquet après manger. Un bon hoquet après le repas, c'est effectivement la situation la plus fréquente. Quelle raison? Réponse avec le docteur Sylvie Grimbert, gastro-entérologue. Lorsqu'on mange beaucoup, un repas copieux, surtout s'il est pris rapidement, quand on a tendance un peu à gloutonner, il se produit une dilatation importante de l'estomac, qui est brutale, qui va entraîner une irritation d'un nerf qu'on appelle le nerf phrénique. Le nerf phrénique, c'est celui qui contrôle les mouvements du diaphragme, qui du coup subit des contractions involontaires, d'où le hoquet. Boire des sodas, manger trop vite ou mâcher des chewing-gums favorise le hoquet, car nous avalons alors trop d'air. Voilà pourquoi les bébés ont très souvent le hoquet. C'est parce qu'ils avalent beaucoup d'air en mangeant. Et c'est une façon pour eux de libérer ce trop-plein d'air dans l'estomac. Vous êtes également nombreux à l'avoir lors d'une situation bien particulière. Quand on a trop bu. Quand j'ai un petit peu trop bu. Après, j'ai bu peut-être un petit peu. En effet, l'alcool favorise le hoquet. Mais cette fois, ce n'est pas à cause d'un trop-plein d'air. L'alcool entraîne des hoquets par une irritation de l'estomac, de l'œsophage, et donc la possibilité d'avoir une irritation du nerf phrénique et donc une contraction du diaphragme. C'est pareil lorsque l'on mange trop pimenté. Quand ça nous arrive, chacun a son petit truc pour le faire passer plus vite. Parce que, avouons-le, c'est quand même un peu gênant. Parmi les plus connus, je respire très très fort. Très très fort, et puis je bois un verre à l'envers. Boire un verre d'eau à l'envers, est-ce que ça marche vraiment? Boire un verre à l'envers demande d'être très concentré. C'est pas facile, il faut éviter de mettre de l'eau partout, donc on va réfléchir, on va détourner son attention. Je pense que c'est vraiment l'exemple typique où vous détournez votre attention et ça marche très très bien. Le cerveau oublie les petits tracas de l'estomac et la respiration reprend alors son rythme normal. Et quand on nous fait peur, c'est le même principe. Notre cerveau est distrait par autre chose. En revanche, la peur ou la surprise génère un deuxième effet. Et celui-là est physiologique. Quand on a peur, on coupe sa respiration. Le fait de bloquer la respiration va stopper l'activité en fait du muscle diaphragmatique. Donc le mettre au repos et donc probablement par ce biais-là stopper le processus de hoquet. La plupart du temps, le hoquet ne dure jamais bien longtemps et s'arrête de lui-même. Moi, quand c'est des hoquets, ça dure 30 secondes. Pour moi, le hoquet, ça dure 1 heure. Mais parfois, il peut durer très longtemps. Regardez cette femme. Elle souffre d'un hoquet ininterrompu, 7 jours sur 7, jour et nuit, et cela dure depuis 11 ans. Ah bon? C'est énorme. Les cas de hoquet chronique sont graves, mais très rares. Ils sont dus à une affection abdominale ou nerveuse. Si votre hoquet dure plus de 48 heures, n'hésitez pas à consulter un médecin. Même chose s'ils sont trop fréquents. Si vous avez une situation de gens qui, pratiquement à chaque repas, ont des hoquets, ça n'est pas tout à fait normal. Et ça mérite, à ce moment-là, une consultation, au moins auprès de son médecin traitant, voire éventuellement auprès d'un spécialiste, d'un gastro-entérologue, pour savoir si ce hoquet n'est pas la conséquence d'un problème œsophagien. Avoir le hoquet, le plus souvent, ce n'est pas grave. Nous avons soit trop d'air dans notre appareil digestif, ce qui enraye notre système respiratoire, soit une irritation au niveau de notre estomac. Et au risque d'être ridicule, vous savez désormais que les remèdes de grand-mère ne sont pas aussi farfelus qu'il n'y paraît. Dans la série des réactions incontrôlées de notre corps, difficile de ne pas évoquer les gaz, appelés aussi flatulences. Ils sont naturels et concernent tout le monde, mais n'en sont pas moins gênants. Comment notre corps produit-il ces gaz? Et pourquoi leur odeur est-elle aussi désagréable? E = M6 brise les tabous avec humour pour la science.
Cet après-midi, Joao Philippe, sa sœur Eva Jewel et leurs amis s'amusent beaucoup avec de simples ballons. C'est comme ça que quelqu'un est parti. Et pour eux, parler de gaz, c'est plutôt rigolo, quand ça arrive aux autres. C'est un peu embarrassant pour des personnes de péter en public. Parce qu'à chaque fois qu'elle pète, elle fait vraiment fort. Moi, pas trop, mais ma sœur, oui. Désolée de t'avoir balancé. Il faut dire la vérité. Mais d'où viennent ces gaz qui s'échappent parfois de notre corps sans crier gare? A priori, je pense que ça vient de l'intestin. Moi, je pense que ça vient du ventre. L'estomac. L'estomac. Ça vient du popotin. Toutes ces réponses sont bonnes. C'est de notre système digestif qu'émanent les flatulences. Pour en savoir plus, direction le cabinet du docteur Olivier Spazierer, gastro-entérologue. En fait, il y a 2 sources de gaz. Première source, ce sont les gaz qui viennent de l'air ambiant. Vous avalez de l'air à chaque déglutition. D'autre part, c'est l'air qui vient aussi des aliments qui sont déjà riches en air, comme par exemple les meringues, les entremets, les pommes sont déjà riches en air. La première source de gaz qui va provoquer une flatulence, c'est l'air que l'on avale à notre insu lorsque l'on mange. S'y ajoutent les gaz produits naturellement lors de la digestion. Les gaz sont le reflet en fait d'un bon fonctionnement du tube digestif. Et pour avoir des gaz, en fait, il faut plusieurs acteurs. Quels sont ces acteurs? Il y a votre tube digestif. Le deuxième acteur, c'est votre microbiote, la flore au niveau du côlon. Ça fait des milliards de bactéries. Les aliments que nous mangeons sont traités par notre système digestif. Ils passent par notre estomac, ensuite notre intestin, puis notre côlon où les bactéries les dégradent, ce qui déclenche inévitablement des réactions. Il est tout à fait normal d'avoir quelques éructations et de pertes par le haut, ça s'appelle des rots, ou par le bas, qui s'appelle de flatulences. Au risque de vous choquer, vous avez 14 à 15 émissions normales par jour. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ces mécanismes de digestion et de fermentation qui s'opèrent. Tous les gaz créés par notre corps au cours de la digestion sont issus de la fermentation. Les protéines de nos aliments, comme la viande rouge ou les œufs, contiennent du soufre. Sa particularité, il donne des propriétés malodorantes à certaines molécules issues de la fermentation des aliments. Des molécules aux noms évocateurs: putrescine, cadavérine ou encore scatol. Ce sont ces mêmes molécules que l'on retrouve souvent dans une mauvaise haleine. Vous l'aurez compris, avoir des gaz qui ne sentent pas très bon, c'est normal. C'est même le signe que votre système digestif fonctionne bien. N'est-ce pas les enfants? Des fois, j'ai pété, mais c'était chez moi. Des fois, ça fait du bien. Il n'en reste pas moins qu'avoir des gaz quand on est en public, ce n'est pas très agréable. Alors, se retenir, est-ce mauvais pour notre santé? C'est pas gravissime de se retenir. Il va y avoir une accumulation de gaz qui va se produire. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout la distension. Il vaut mieux avoir des gaz plutôt que de souffrir horriblement de douleur abdominale. Joao Philippe, lui, a trouvé la solution. Et moi, des fois, si j'ai envie de péter en public, je fais un peu silencieux. Et après, ça fait très mauvais. Notre corps, notamment notre système digestif, est une petite usine qui tourne à plein régime. Et forcément, il y a des gaz qui s'échappent. Si ça vous arrive, rassurez-vous, c'est peut-être aussi le cas de votre voisin.